Tout d'abord, pour quelqu'un qui vient de parcourir la France, en long et en large, on va dire, ces deux grandes diagonales pédestres qui se croisent en Haute-Loire. Venir dans le département, dans la cité aussi de Jaurès, c'est assez émouvant, car lorsque j'ai essayé d'indiquer la raison pour laquelle j'avais tenu à inscrire ces deux grandes aventures de cheminots, de randonneurs, d'une frontière à l'autre du pays, alors même que je connais, dans l'exercice de mon métier, assez bien le monde et que j'ai marché un peu partout, j'ai souvent fait appel à un patriotisme dont les caractéristiques sont assez précisément celles de Jean Jaurès quand il abordait les relations entre le patriotisme et la solidarité internationaliste. Jean Jaurès expliquait combien un peu de patriotisme et surtout un nationalisme étroit, on dirait aujourd'hui xénophobe, coupe de la réalité du monde et en réalité exclut pratiquement le plaisir de faire aimer son pays aux autres et de les attirer afin de montrer combien il est beau. Alors que un vrai sentiment de solidarité envers une nation dans laquelle il se trouve que c'est comme cela, l'on a grandi, dans la culture de laquelle on a puisé, culture qui a constitué la sève dont on est constitué, amène à un sentiment d'attachement, non pas du tout de fierté, de sentiment de supériorité. La France n'est certainement pas supérieure aux autres pays, mais il se trouve que nous sommes un certain nombre ici, soit à être français, soit à avoir choisi de vivre dans ce pays, et cela crée les dimensions de cet attachement. Et cet attachement, il est tout à l'opposé de ce repli nationaliste xénophobe, pour la raison par laquelle j'ai commencé. Quand on aime une personne, quand on aime quelque chose, on ne le garde pas simplement pour soi. Au contraire, on veut le faire aimer. On veut le présenter sous les formes, sous le jour le plus satisfaisant, le plus valorisant. Et c'est exactement ce sentiment que j'avais en disant que, sans doute, si j'étais allemand comme je suis français, je serais patriote allemand. Si j'étais russe, je serais sans doute patriote russe ou patriote espagnol ou chinois, que sais-je. Il se trouve que je suis français et que j'ai ce sentiment envers ce pays et qu'il m'importait, puisque j'en avais la possibilité, de marquer ce lien profond et d'en témoigner. En fait, ce pays, je le connais déjà bien, comme un marcheur. Je suis né et été élevé à la campagne, dans une famille paysanne très pauvre, et lorsque mes parents m'ont repris à l'âge de 5 ans, j'étais intenable, comme un petit campagnard qui d'un seul coup est transposé dans la grande ville, et pour me calmer un peu, se débarrasser de moi, ils m'ont tout de suite inscrit au louveteau, au scout, ensuite j'ai fait des auberges de la jeunesse, et marcher sur les chemins du pays, et d'autres pays en l'occurrence, a toujours été un élément constituant de ma personnalité. Ce qui explique l'attrait que immédiatement j'ai manifesté lorsque je l'ai lu pour le livre de l'helléniste fameux Jacques Lacarrière, qui n'avait pas que marché sur les îles et le continent grec, mais avait notamment parcouru en cheminot la route le menant du nord des Vosges, Saverne, dans les Corbières, pas loin de chez vous. Et j'avais adoré son récit. D'abord parce que l'homme était lumineux,
que l'écrivain de très grand talent, et qu'il y avait immédiatement une résonance, une convivialité entre marcheurs devant l'Éternel, entre randonneurs. Et je m'étais dit, voilà, moi aussi un jour je ferai ça, et j'essaierai de le faire de manière plus large, encore plus ample que Jacques Lacarrière, mais j'ai dû attendre très très longtemps pour le faire, parce que c'est pas facile dans une vie professionnelle très remplie. Ça n'est vraiment pas facile de trouver 4 mois comme cela. Il faut dire le temps de la préparation, puis ensuite le temps de la réalisation, un peu de repos, sans même parler de l'écriture d'un bouquin. Voilà, il faut arriver à consacrer 4 mois de l'année à cela. Ce qui en fait est même incompatible avec une vie professionnelle, et notamment avec les tâches que j'ai assumées. Dès que j'ai pu, donc, j'ai décidé de réaliser ce vieux rêve, et je me rappelle très bien, j'ai pris la décision au mois de juillet 2011, j'étais alors président de l'Université Paris-Descartes à Paris, mon mandat s'arrêtait 6 mois après, et je me demandais évidemment ce que j'allais bien pouvoir faire après. Et toutes les possibilités, je les énumérais, et je voyais qu'aucune d'entre elles, telle que je l'imaginais sur le moment, n'était capable de me rendre plus heureux que me mettre en route, que prendre le chemin. Devenir comme Jacques Lacarrière, longtemps auparavant, moi aussi, un cheminot. Et puis, alors que j'étais en train de faire cet examen de conscience, prendre la décision de me mettre en route, un vieil épisode de randonneur m'est revenu. Un épisode qui était presque aussi ancien que la lecture de Jacques Lacarrière. J'étais cette année-là dans une randonnée allant du sud du Cantal jusqu'à Volvic, à travers les monts du Cantal, les monts du Puy de Sancy, puis toute la chaîne des volcans du Puy, très belle randonnée. Et dans la région du Sancy, au-delà du lac Chambon près du Sancy, le mauvais temps s'était mis de la partie la nuit, et le lendemain matin, au départ, à 8 heures, sur une crête à 1400 mètres, assez exposée au vent. Le temps était glacial, pas plus de 4 degrés. Le brouillard était relativement épais. Et on marchait à la queue leu-leu sur cette crête, pas très dangereuse, bien évidemment. Les formes sont émoussées dans le Massif central. Mais en tout cas, le temps n'était pas très favorable. Cela a rendu encore plus fantomatique l'espèce d'apparition qui se manifesta à ce moment-là. Une forme allongée, là sur le sol, scintillante malgré l'absence de rayons du soleil, interloqué, surpris, je m'approche, mes compagnons avec moi, et là je découvre un très vieux monsieur, très vieux, qui se protégeait comme il le pouvait de la froidure et du vent par une couverture de survie en aluminium. À côté de lui étaient posées les 2 cannes anglaises sans l'aide desquelles il ne pouvait pas se mouvoir. Il avait des graves séquelles d'un accident vasculaire cérébral et était assez sévèrement infirme. Et il s'était fait piéger par la nuit et ce temps dégradé. La veille au soir, donc il avait passé la nuit dans des conditions très défavorables. Vous imaginez bien la solidarité des gens de montagne. Immédiatement, on met sac à terre, on sort les réchauds, on fait bouillir de l'eau, on lui fait du café très sucré, on sort les biscuits, on le réconforte, quoi. Et après qu'il est réconforté, je lui pose une question stupide dont j'ai honte. Je lui dis, écoutez, monsieur, je dis pas mon brave homme quand même. Écoutez, monsieur, mais qu'est-ce qu'un homme dans votre état peut-il bien faire en un tel endroit ce matin-là? Alors l'homme me regarde, d'un air réprobateur, incontestablement, et à l'aide de ses cannes, il se relève pour être à mon niveau. Il tend sa main vers moi. « Et quoi, monsieur? Que voudriez-vous » Peut-être
que je sois à l'hospice à demander après le pistolet, le bassin? Vous savez, monsieur, chacun d'entre nous choisit sa vie. Ce qui me faisait me rappeler cet épisode qui jamais ne m'avait quitté, il est marquant, ce n'est pas que je m'approchais du moment où j'aurais moi aussi à demander le pistolet et le bassin à l'hospice. J'avais l'illusion alors, et je l'ai toujours, d'en être encore relativement éloigné. Mais l'injonction finale, chacun choisit sa vie. Si vous faites un examen de conscience les uns et les autres, vous verrez que vous avez rarement choisi vraiment votre vie. Bon, vous avez choisi parmi un petit éventail de possibilités et de circonstances. D'abord, votre compagnon ou votre compagne. On prend ce qu'on a sous la main, il faut dire ce qui est. On ne va pas le chercher à l'autre bout du monde. Non, mais c'est vrai, quoi. On ne les connaît pas, que voulez-vous, hein. Et puis ensuite, personnellement, je me suis rendu compte que beaucoup des postes que j'avais occupés, des positions que j'avais assumées, c'était pas mon désir, un plan comme ça, c'est parce qu'on me l'avait proposé. Et j'avais dit oui ou non, ce qui est déjà une liberté. Mais choisir totalement sa vie, c'est-à-dire élaborer complètement, avec peu d'éléments à la base, un projet qui représente sa volonté profonde, il y en a très peu. Eh bien, là, si le président d'université, homme médiatique, généticien, médecin, que sais-je, essayiste, d'un seul coup, au lieu de faire ce que l'on s'attendait à ce qu'il fit, lorsqu'il pourrait faire valoir ses droits à la retraite, s'il renonçait à faire de la politique comme on l'y invitait, j'ai été frotté un peu en défiant François Fillon dans sa circonscription à Paris. C'était amusant, mais enfin, on n'en fait pas un métier, comme. Si donc je me transformais d'un seul coup en cheminot, c'est clair que là, on ne me l'avait pas soufflé, je choisissais ma vie. Et dès mon retour de cette balade solitaire, j'ai commencé à annoncer aux miens un peu tout cela. D'emblée, j'ai mis cette randonnée que j'avais décidé de réaliser. J'aurais dû partir en mai 2012, mais je viens de vous le dire, en mai 2012, je randonnais entre la Tour Eiffel et le Jardin des Plantes, donc dans la deuxième circonscription de Paris. Je me suis bien entraîné d'ailleurs, là, c'est vachement bien. Mais je suis parti une année après, par conséquent, en mai 2013. Je l'avais mis sous le signe de la quête de la beauté. On remarquait, en venant avec les gens qui sont venus me chercher à l'aéroport quand nous sommes rentrés dans cette ville magnifique, superbe, c'est pas que je lèche, hein, je dis ça parce que c'est vrai, qu'est Albi, qu'on est passé évidemment par la zone périurbaine qui partout, à Albi comme ailleurs, est moche, incroyablement moche. Et puis j'ai visité le musée La Pérouse, dans une ancienne fabrique, une ancienne manufacture de vermicelle, je crois. Quel beau bâtiment! Quel beau bâtiment! Les bâtiments dans lesquels on élevait les vers à soie dans les Cévennes, dans la région, quel beau bâtiment aussi! Aujourd'hui, la plupart de nos bâtiments professionnels, industriels, nos zones périurbaines, c'est moche. On est dans un temps où l'évidence de la nécessité de poursuivre l'efficacité, la rentabilité, l'utilité, nous fait consentir, pour les atteindre, à une incontestable laideur. Or, dans des travaux antérieurs, notamment dans L'homme ce roseau pensant, j'ai longuement expliqué pourquoi la sensibilité à l'émotion esthétique provoquée par ce qui est appréhendé comme beau par un homme capable, par un homme, un humain, un homme avec un grand H, un homme ou une femme, capable d'éprouver la beauté, jouait un rôle très très important dans la transformation de nos ancêtres primates en humains, et je trouve que cette place de la sensibilité à la beauté doit rester importante dans une vie proprement humaine.
D'ailleurs, puisque je me suis informé de la constitution de la JET, je sais qu'initialement, à la JET, il y avait plusieurs personnalités dont les idées étaient plutôt du côté gauche de l'éventail politique que du côté droit. Je vais évoquer un souvenir remontant à ma prime jeunesse aussi, enfin, de jeune homme. L'an dernier, durant ma première diagonale, je vais y revenir, devant une assistance de cet ordre, dans une ville de Saône-et-Loire, quelqu'un s'est levé. J'avais intitulé ma conférence « La beauté et le chemin », l'homme, la beauté et le chemin. Donc c'était consacré à ce phénomène que représente la beauté pour une vie humaine. Et donc cet homme s'était levé en me disant « Selon moi, M. Kahn, nous avons été très intéressés, très poétique votre présentation, mais selon moi, il y a un peu de complaisance esthétique d'un bourgeois dans vos propos. Vous comprenez, nous, confrontés aux fermetures d'usines, aux incertitudes, eh bien, on est désolé, on n'a pas le temps de s'intéresser à ça. On vous le laisse. Alors je vais écouter, monsieur, j'entends bien votre interpellation et elle est importante. Cela étant dit, je vais vous dire, je ne crois pas que vous ayez raison. Je ne crois pas que vous ayez raison, mais je vais vous en donner deux éléments. Un élément ethnographique et un élément personnel. Élément ethnographique, j'ai travaillé en Afrique, j'ai assuré une mission de médecin-chef dans une province reculée de l'Afrique. Je connais pas mal certaines civilisations africaines. Et je peux témoigner que dans beaucoup de ces peuples qui connaissaient beaucoup plus souvent des années de vaches maigres que des années de vaches grasses, jamais le souci d'un certain esthétisme, de la beauté n'avait disparu. Il suffit d'aller voir les villages d'Ogon, etc., pour s'en convaincre. Et puis, souvenir personnel, personne n'est parfait, je suis resté au Parti communiste de l'âge de 17 ans à l'âge de 34 ans. Donc exactement pendant 17 ans, jusqu'en 1977. Et à l'époque, j'habitais le 15e arrondissement, la cellule de ce parti à laquelle j'étais rattaché était une cellule des usines Citroën, avec un ouvrier professionnel qui était le secrétaire de cellule. Mon père et ma mère ont beaucoup contribué évidemment à ma formation artistique et à ma sensibilité esthétique, mais ce secrétaire de cellule aussi. Il avait une connaissance de l'opéra, à peu d'autres pareils d'ailleurs à l'époque. Je dois dire que les organisations ouvrières, en règle générale, cette organisation politique, avait une vie culturelle qui était très importante, comportant des voyages, comportant des spectacles organisés, des places réservées. Lui, c'était un immense amateur d'opéra. Et c'était également un poète qui était capable de déclamer, de réciter des passages entiers des poésies de Baudelaire, magnifique, fantastique, effectivement. Il n'était pas si particulier que cela, je l'ai dit. Si bien, je lui ai dit, vous savez, en réalité, la force et le ressort d'humanité que donne la capacité de savoir qu'il y a, sans nier d'aucune manière le reste, qu'il y a à éprouver, à un moment donné, au moment où on l'éprouve, cette satisfaction, cette joie au contact de la beauté, ça prépare aussi à mener mieux, plus efficacement tous les autres combats. Donc, votre interpellation est importante, mais je ne la reçois pas. Voilà pourquoi je m'étais dit, c'est extrêmement important de consacrer ce voyage à cette recherche de la beauté. Puis, les choses ont été ce que j'avais décidé, mais aussi elles ont été autres. Afin de remplir ce programme, la quête de la beauté, beauté des paysages, beauté patrimoniale, beauté des rencontres, je voulais voyager seul pour n'être pas distrait par une relation à autrui.
être totalement disponible à ces rencontres. Mais je voulais également échanger mes émotions, partager. Vous connaissez sans doute ce vieux proverbe gitan, tout ce que l'on a et qui n'est pas donné ou partagé est perdu. C'est encore plus vrai, évidemment, de la richesse naturelle, la richesse personnelle, que de toute autre richesse. Donc je voulais réellement partager. Et donc j'avais combiné un plan me permettant de marcher seul, mais de faciliter la rencontre avec tous ceux qui, informés de ma venue, étaient intéressés à me rencontrer, à discuter avec moi. Et cela a très bien marché. Durant mes 2 traversées de la France, j'ai vu des centaines et des centaines de personnes, en réalité, avec lesquelles j'ai pu discuter, qui ont témoigné de leur ressenti, de la situation. Je vous ai dit que je ne pouvais pas uniquement me contenter de la quête de la beauté, car j'ai commencé en 2013, j'ai commencé à marcher dans des territoires qui jadis avaient connu une forte expansion industrielle et qui étaient totalement sinistrés et ravagés. Les Ardennes avec disparition des fonderies du textile et des carrières, la Lorraine sans sidérurgie, le pays troyen sans banetterie, le Tonnerrois sans électronique, la vallée de la Loire pratiquement sans plus rien, Decazeville sans mine, sans laminoir, sans métallurgie, quelque chose d'absolument terrible. Lorsque je suis parti, sur 1500 kilomètres, cela n'est vrai que des régions qui avaient connu un développement industriel, les autres évidemment n'avaient connu qu'une désertification des campagnes dont je reparlerai, mais dont la signification est toute différente. Je me trouvais face à des cités qui avaient perdu en moyenne les 2/3 des habitants par rapport à leur gloire de développement passé, et où le taux de chômage de catégorie A était toujours supérieur à 20%, de 20 à 22%, sur 1500 km. Les choses ont commencé à s'améliorer uniquement quand je suis arrivé à Figeac, c'est-à-dire dans le Grand Sud-Ouest. Et si vous me connaissez un peu, vous vous imaginez bien que je n'ai pas pu même penser détourner un regard pudique de cette réalité humaine. Si bien que dès lors, mon voyage a été en effet la quête de la beauté, mais également, et tout à fait en prise avec ce patriotisme que j'ai redéfini en faisant référence à Jaurès, mais également un contact étroit, presque physique, avec la France telle qu'elle est. La France telle que la vivent ses habitants, en allant à leur rencontre, à la lenteur obstinée du pas du marcheur, ce qui est devenu rarissime, bien évidemment, dans nos siècles de la vitesse. Les principales observations, tout d'abord sur cette France telle qu'elle est, en 2013, qui font l'objet du livre « Pensées en chemin », qui sera là pour ceux qui sont intéressés. Et après, je m'appesantirai plus sur le trajet 2014, qui est très complémentaire, en réalité très différent, pour toutes les raisons du monde. Tout d'abord, dans ces régions les plus éprouvées, les Ardennes, la Lorraine, la région troyenne, le Tonnerrois et jusqu'à la région centre et jusqu'à la vallée de la Loire. Je n'étais pas dans la vallée de la Loire, j'étais sur le Haut-Forez, mais je l'avais à mes pieds. J'ai défini ce que j'ai appelé un sentiment de sécession. Sentiment de sécession de populations qui avaient vu tellement de recul qu'ils en étaient arrivés à se persuader que le pire était certain, que le présent était un effondrement d'un passé idéalisé, que l'avenir vers lequel nous conduisaient des forces mauvaises était encore bien pire, totalement épouvantable et effrayant, avec toutes les conséquences de ce sentiment. Première conséquence, c'est quand on pense que le pire est certain, rien n'est plus démobilisateur. Car si le pire est certain, il n'y a vraiment pas besoin de se décarcasser.
Si le pire est certain, ben chacun pour soi. On ne va pas tellement dépasser son nombril, celui de sa compagne, de ses enfants, éventuellement le petit groupe. Quelques manifestations d'un poujadisme extrêmement étroit, mais pas au-delà. Dans ces régions les plus sinistrées, et tout le monde le sait d'ailleurs, travailleurs sociaux, les associatifs, effondrement de la vie associative, effondrement de la vie syndicale, espèce de repli autistique des personnes sur elles-mêmes, désintérêt à peu près pour tout, absence même de volonté d'entendre des explications un peu compliquées, et la sécession dont je parle est la sécession d'avec un discours ordinaire, habituel, qui parle des contraintes objectives, qui s'impose à tout gouvernant, à toute nation européenne industrialisée aujourd'hui. Discours qui, même s'il est raisonnable pour certains, est vécu comme responsable de ce qu'ils ne supportent pas et qu'ils craignent être responsables de l'aggravation qu'ils prévoient pour l'avenir. Des populations très préservées, par exemple dans la Marne et dans le pays Hautbois, les viticulteurs champenois, richissimes, l'hectare de vignes vaut entre 1 100 000 et 1 600 000 euros l'hectare, et il y a des villages où il y a 1 hectare par habitant, que je ne dis pas par famille, 1 hectare de vignes par habitant. Vous voyez, la richesse foncière par habitant, ce sont parmi les villages les plus riches du monde, en réalité. Donc, total écart entre deux petites villes. Néanmoins, les privilégiés voient l'effondrement des autres, ils craignent que ça leur arrive, et puis de toute façon, ils ne supportent pas qu'on remette en cause des valeurs auxquelles ils sont très attachés. La chasse est toujours très importante, les pratiques agricoles, ils le vivent comme une contestation réellement de ce qu'ils sont, et eux aussi ont l'impression que demain, tout va se dégrader, que le déclassement les attend, qu'ils ne connaissent pas de troubles liés à l'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité dans ces petites villes richissimes, en réalité. Il y a des incivilités comme partout dans le monde aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça, mais il n'y a pas vraiment d'insécurité. Il n'y a pas non plus d'immigration. Les seuls immigrés qu'il y a, ce sont les gens du voyage qui font venir pour couper les raisins. C'est eux qui passent un contrat en général avec eux. Mais comme ils voient à la radio, à la télévision, ils écoutent à la radio qu'ailleurs il y a parfois, dans des banlieues difficiles, où il y a de fortes populations immigrées, il y a des troubles, parfois même des émeutes, des voitures qui flambent, ils ont l'impression que c'est une vague qui va totalement les submerger. Et la sécession est à peu près la même, avec la même manifestation. J'ai dit en 2013 que, avec ce sentiment, il ne faut pas s'étonner de ce que l'éventail politique principal, apparaissant à leurs yeux, aux yeux de ces sécessionnistes, être entre une force, celui de Madame Le Pen, qui pour l'essentiel propose comme perspective d'avenir le retour au passé, ce qui même quand on le juge absurde, leur va bien dans leur état d'esprit, et d'autres qui sont incapables de penser et, a fortiori, de présenter sous un jour attrayant une société accueillante pour nos enfants et nos petits-enfants, une société à ce point désirable qu'on ait envie de la bâtir, y compris en retroussant nos manches. Pour ce faire, alors, les sécessionnistes en masse vont se reporter sur la première offre politique. Et j'ai prévenu en 2013, dès mai 2013, si on n'y prend pas garde, si le phénomène n'est pas analysé, alors des pans entiers de la population française sont prêtes à faire sécession. Et évidemment, j'y reviendrai, ce qui s'est passé en 2014 est maintenant à guère démenti mon observation de ce moment-là. Et puis, quand j'ai vu que les choses allaient nettement moins mal, pour ne pas dire franchement mieux, dans le Grand Sud-Ouest, j'ai essayé d'en comprendre les raisons. Évidemment, il y a des raisons objectives. Dans le Sud-Ouest, lorsque il y a 3 sources de création de richesse,
l'industrie et l'aéronautique en particulier, l'agroalimentaire très riche et le tourisme, on comprend bien que ces régions sont moins menacées par le tarissement brutal de la création de richesses d'une activité industrielle qui s'effondre d'un seul coup. On ne peut pas comparer, évidemment. Il n'empêche que cet élément n'est pas actif partout, et par exemple au Pays Basque, ou dans certaines régions du Béarn, qui n'ont pas les contre-coups positifs de l'aéronautique toulousaine en particulier, la situation tout de même montre un dynamisme incontestable. C'est vrai du Pays Basque qui, au point de vue richesse naturelle, au point de vue terrain, est une région très pauvre. C'est pas comme le Pays Basque, comme les 4 provinces basques espagnoles. Les 3 provinces basques françaises ont toujours été très pauvres. Parmi les plus pauvres départements, provinces du Royaume et puis ensuite de la République jusqu'au XXe siècle, et aujourd'hui un dynamisme extraordinaire. Et il m'a semblé qu'une des différences que j'avais observées était de l'ordre de l'attachement des populations au territoire. Quand j'ai traversé la Champagne sécessionniste, qu'il s'agisse des sécessionnistes richissimes, mais vignerons, ou bien des sécessionnistes à terre, pratiquement, toutes ces implantations industrielles qui ont partout fermé, qui continuent de fermer, ces gens avec qui je discutais, en plus je suis champenois, je les connais bien, savent très peu de choses de la Champagne. Et ils n'ont pas de raison, et je les ai rarement vus manifester, de quelque manière que ce soit, le désir de s'engager pour leur boulot, c'est bien normal, pour leur famille, mais aussi pour leur province. Avoir une raison d'y rester parce qu'ils y sont bien, ils y sont enracinés. Non, ça ne va pas, on fout le camp, et puis voilà. Pourtant, la Champagne a, comme toutes les régions de France, connu des moments extraordinaires, en particulier avec les foires de Champagne. Elle a été le centre de la vie économique du monde connu de l'époque. C'est là où tous les circuits économiques ont été inventés, puis bien d'autres choses. Mais ça, à part les professeurs d'histoire et quelques économistes en Champagne, personne ne le sait. En revanche, vous vous trouvez ici à Albi, vous vous trouvez dans le Béarn, vous vous trouvez dans le Pays Basque, vous vous trouvez dans l'Ariège, dans le Pays de Foix. Vraiment, l'histoire des régions fait partie d'une culture partagée populaire. Le moindre Béarnais connaît l'histoire d'Henri II en but avec ses cousins espagnols de Navarre, sa fille Jeanne d'Albret, sa conversion à la religion prétendument réformée, la guerre avec Charles VII, Montgomery, la destruction des églises, Henri III de Navarre qui devient Henri IV de France. Ils sont très bons. Les Basques, vous ne discutez pas avec un Basque depuis 10 minutes, qu'il ne vous dise, vous savez monsieur, les dernières découvertes là, les premiers hommes qui sont arrivés là, l'homme Homo sapiens, l'homme de Cro-Magnon, il parlait basque, hein, on sait aujourd'hui. Les premiers habitants, c'est nous, c'est nous. Incroyable fierté. Alors pour quelle raison l'attachement au territoire et la fierté d'être ce que l'on est, enraciné dans ce territoire, jouerait-elle un rôle? Pour une raison, en fait, que je vous ai déjà indiquée. C'est que la désespérance de la situation qui s'aggrave, décennie après décennie, entraîne la démobilisation associée à la certitude que le pire est certain. Et alors, à quoi ça sert de se mobiliser? Le partage du sentiment que l'on doit néanmoins, ensemble, concourir parce que l'on est attaché à ce territoire. Un territoire, c'est un ensemble géographique, transformé plus ou moins par l'activité humaine, qui est riche d'une histoire, de son patrimoine, histoire dans laquelle les habitants plongent leurs racines et qu'ils continuent en quelque sorte. C'est ça, un territoire. Ce sentiment partagé pour le territoire, et ça serait vrai si c'était un vrai patriotisme au niveau du pays, sans doute,
est un élément qui réhabilite, à un moment où il est en difficulté, qui réhabilite le sens du combat dans le même sens. Pas simplement pour soi et ses intérêts personnels, mais le sens du combat commun dans le même sens. Je pense que c'est cet élément. Voilà les principales hypothèses et observations que j'ai faites durant mon voyage depuis les Ardennes, en passant par la Lorraine, par la Bourgogne, l'Allier, le Forez, le sud du Massif central, le Rouergue, le Quercy, etc. Lorsque je suis arrivé à la fin de mon voyage, en 2013, la question angoissante m'est venue, mais qu'est-ce que je vais faire après? Vous savez, quand tous les jours vous faites cela, vous avez ces contacts, plus rien d'autre n'existe, c'est vraiment un moment entre parenthèses de votre vie. Et de fait, chaque fois que cette parenthèse s'achève, il y a une impression de profonde vacuité, de profonde absurdité de tout le reste. Tout le reste semble fade, semble inintéressant. Et donc, à 10 jours de mon arrivée à Saint-Jean-de-Luz, je me demandais ce que je voulais faire, et d'emblée j'ai dit, écoute, Axel, je me parle. Il ne faut pas être stupide. Physiquement, tu es tout à fait en forme pour faire ça. Tu aimes ça. Cette beauté que tu cherchais, tu l'as rencontrée, tu en as été profondément heureux. En plus, tu as observé une France certes inquiétante, mais avec des éléments intéressants. Le trajet que tu as fait n'est pas toute la France. Il y a d'autres beautés, d'autres territoires, d'autres réalités. Tu ne peux pas t'arrêter là. Et donc, avant même d'être arrivé à Saint-Jean-de-Luz, j'avais décidé de repartir dans l'autre sens. Et il allait de soi. Le plus à l'ouest en France continentale, il n'y a pas à chercher, c'est la Pointe du Raz. Et le plus au sud-est, évidemment, c'est la frontière italienne qui tombe à Menton dans la mer. Ce sera donc voyage entre deux mers, depuis la Pointe du Raz, l'Atlantique, et la Méditerranée. Quand j'étais parti dans les Ardennes, j'avais en tête l'affirmation d'Arthur Rimbaud, l'enfant terrible de Charleville-Mézières, le poète aux semelles de vent. Je est un autre. Et j'avais dit, je est un autre, c'est vrai, mais rarement on chemine avec lui, ce je qui est un autre. Et cette longue traversée, propice à la pensée, va être aussi un long périple en compagnie de ce je qui en est un autre. Si je dis ça, c'est qu'en 2014, les choses se sont passées un peu différemment. Tout d'abord, grossièrement le trajet, Pointe du Raz, puis le bord de la mer, le Cap Sizun jusqu'à Douarnenez, ensuite le centre-Bretagne, les montagnes noires, jusqu'au niveau de la Loire, puis passant dans les pays de Loire, traverser la Loire à Ancenis, le sud du Maine-et-Loire, puis ensuite Anjou, Poitou, Touraine, puis ensuite passage dans l'Indre, la Brenne, de là la Creuse, de là la Corrèze, ensuite de l'autre côté du lac de Bord, le Massif central, le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, traverser les fleuves les uns après les autres, traverser la Loire, au moins 2 fois en l'occurrence, traverser le Rhône, traverser la Durance. De l'autre côté du Rhône, la Drôme provençale, les Hautes-Alpes, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, la frontière italienne, paf, et on tombe dans l'eau. Un des éléments par lequel ce deuxième périple a été différent, et qu'il a été incroyablement physiquement plus dur que le premier. Le premier, sur 750 km, c'est le trajet qui est emprunté également par les pèlerins de Compostelle, et tous les pèlerins ne sont pas des grands sportifs. Et donc il faut qu'un pèlerin désirant pèleriner, il puisse pèleriner tranquillement.
Donc il n'y a aucune difficulté majeure. Bon, quand on marche beaucoup, c'est toujours un peu fatigant, mais il n'y a aucune difficulté majeure. Mon trajet 2014, j'avais décidé qu'il serait depuis la Pointe du Raz jusqu'à Menton. En réalité, si vous regardez un peu, il y a ici des spécialistes de la randonnée pédestre, il n'y a aucun chemin balisé qui va de la Pointe du Raz à Menton, aucun. Donc, c'est un itinéraire qui s'est fait très largement hors de tout chemin balisé. Ce qui est très compliqué. Parce que quand il y a un chemin qui est balisé, vous suivez le balisage, et si vous ne vous paumez pas, c'est bon, ça passe. Quand il n'y a pas de balisage, même quand il y a un chemin, ça ne veut pas dire qu'il passe. Et je me suis retrouvé face à des montagnes de ronces, demi-tour, face à des rivières presque en crue, dont le pont était effondré, demi-tour, 15 km plus loin pour retrouver un autre pont. Je me suis perdu en montagne où le chemin, jadis utilisé par les bergers, avait totalement disparu dans le maquis, dans des situations compliquées, très difficiles, très compliquées, même des fois un peu casse-gueule. Et puis, si vous regardez un peu le trajet, je me suis tapé l'essentiel des montagnes de France. Tout le Massif central, tout le Mont Mézinc, les monts de l'Ardèche, ensuite la totalité des Alpes, jusqu'à la frontière italienne. Et donc, au total, sur plus de 2000 km, j'ai fait un dénivelé totalement incroyable. Pas loin de 5 fois cumulé, évidemment, le Mont Everest, 44 000 mètres environ. Donc, un chemin incroyablement difficile, qui évidemment ne m'a probablement pas donné exactement la même insouciance qu'en 2013, parce que là, il y avait un vrai défi. Est-ce que j'allais y arriver? Heureusement, j'étais pas seul. En 2014, j'étais pas seul. Qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement je suis un marcheur, mais je suis un cavalier, depuis très longtemps. Et comme il y avait, fin 2014, les Jeux équestres mondiaux qui se déroulaient à Caen, l'on m'avait demandé d'être membre de la petite dizaine d'ambassadeurs des Jeux équestres mondiaux, et je devais préparer l'événement par des manifestations médiatiques en amont. Mais, et je dis aux organisateurs, ça va être difficile, je serai sur les chemins de France. Mais j'ai une proposition à faire. Il m'avait remis la mascotte des Jeux, qui est un adorable poulain en peluche, alezan, avec un gilet vert fluo du plus bel effet, qui s'appelle Normand, Normand comme Normandie, Caen, les Jeux équestres de Normandie. Et j'ai annoncé, écoutez, je vais l'accrocher à mon sac par derrière, et avec moi, si j'y arrive, il ira de la Pointe du Raz jusqu'à Menton, et après, je vous promets, je le ramène, je le personnalise, je le ramène à Caen pour l'ouverture des Jeux. C'est ce que j'ai fait. Il a fait le trajet, et il est allé à Caen. Sauf que, je ne marchais pas depuis 1 heure, que je me suis dit tout de même, je ne vais pas me trimballer avec un petit mec en peluche sur mon sac. Moi, j'ai une certaine préférence, je ne veux pas vous convaincre qu'elle est justifiée, mais personnellement, j'ai une certaine préférence pour la manière féminine d'être humain. Et donc, l'idée de me balader avec un petit mec derrière moi m'a été insupportable. Donc, 1 heure après mon départ, j'ai rebaptisé Normand Princesse Mascotte. Et elle est devenue ma princesse, ma jeune amie. Les gens qui m'ont vu arriver avec Princesse Mascotte, trimballée, accrochée à mon sac, ont commencé à me dire « Ah, monsieur, je vois, vous avez pris leur doudou à vos petits-enfants. » Alors, j'ai commencé à leur expliquer, puis après, pas du tout. Parce qu'il s'est passé quelque chose de singulier. En 2014, j'étais parti avec ce jeu qui en est un autre, purement virtuel. Et cette fois-ci, le dédoublement de la personnalité s'est incarné entre moi-même et moi-même Princesse Mascotte. Alors, la totalité de ce dur chemin a été un cheminement commun, amical, des fois relativement tendu, entre un Axel qui approchait les 70 ans, qui était certes en forme, mais dont les articulations à la longue étaient terriblement douloureuses, qui s'est fait une luxation de l'épaule, qui s'est
péter des tendons en tombant, qui était dans des situations très difficiles, qui ne savait pas s'il allait vraiment y arriver, qui des fois n'était pas de mauvaise humeur, mais tout de même était tout de même un tout petit peu anxieux. Et puis, le moi, Princesse Mascotte, la partie féminine de moi, qui adorait les fleurs, qui était prête à s'extasier devant les ancolies, les catananches, la moindre scabieuse des prés, devant les lys de Saint-Bruno, le lys martagon, tout ce que vous voulez, la petite coronille, toutes les multiples fleurs extraordinaires que les orchidées, j'ai vu des centaines d'orchidées, figurez-vous, et Princesse Mascotte était folle d'émotion à voir cela. Elle n'était jamais fatiguée, il faut dire que c'est moi qui la travaillais. Elle n'était absolument jamais fatiguée, toujours de bonne humeur. Quand je me suis mis à étudier le phénomène économique breton, les problèmes de l'agroalimentaire, la pollution, elle a trouvé que ça ne l'intéressait pas du tout. Et elle a plutôt fait la gueule. Un jour, que je suis arrivé en Bretagne et que 2 dames m'avaient téléphoné en me prévenant qu'elles viendraient me chercher pour me faire un tour, j'y suis allé sans Princesse Mascotte. Elle n'a pas ouvert la bouche de toute la randonnée du lendemain. Manifestement, elle n'était pas contente du tout. Mais elle a joué un rôle très important quand même, cette Princesse Mascotte, c'est que un épisode que je me rappelle fort bien, dans le Césalier, je m'étais déjà fait une luxation d'épaule, j'avais été obligé de me remettre tout seul, car j'étais seul tout le temps. Et là, je fais une chute sur la même épaule, qui doit achever de créer des lésions importantes qui ont été détectées ensuite par l'imagerie au niveau de la coiffe des rotateurs. Je crois avoir l'humérus cassé, et cela en eût été fini de la randonnée. Et puis j'arrive à soulever mon bras avec l'autre bras, je vois que c'est pas cassé, mais que j'ai très mal quand même. Je m'approche de la Gaudivelle. La Gaudivelle est un tout petit village qui se trouve sur le plateau du Césalier, un village de 25 habitants, tout à fait pittoresque, avec 2 lacs, un lac d'en haut et le lac d'en bas. Je m'approche du lac d'en haut, un superbe lac glaciaire dans ces immensités ondulées du Césalier entre 1400 et 1550 mètres. Là, il y a des gravillons, je tombe, je m'érafle assez méchamment la jambe, et donc j'arrive à mon étape, l'épaule pendante, la jambe totalement éraflée, mal au genou, je ne suis pas à la moitié du parcours, et je suis vraiment totalement déprimé, je me lave comme je peux, je mets Princesse Mascotte sur la commode, je m'allonge, et là je me dis, bon, ben, on va arrêter les frais, quoi, on va pas, c'est bon. Et là, il me semble que Princesse Mascotte s'agite, et qu'elle me tient un discours un peu de cet ordre. Elle me dit, quoi, Axel, tu vas pas m'abandonner, là, maintenant. D'ailleurs, tu peux pas. Tu sais bien, je suis toi. Je suis toi. Tu es moi. Si tu m'abandonnes, c'est toi qui t'abandonnes. Tu ne vas pas t'abandonner. Et ça a eu un effet tout à fait extraordinaire, puisque, pris d'un nouveau courage, je me suis relevé. J'ai été prendre une gentiane avec des glaçons au bar, l'unique bar de la Gaudivelle, même que le refuge en l'occurrence, et le lendemain, je suis reparti tout à fait courageusement. Et un autre épisode de ces rapports, elle est présente tout au long du voyage, et le livre qui en est sorti est une forme de dialogue avec ces 2 personnages, la Princesse Mascotte et le bientôt septuagénaire à l'époque. Je suis à la frontière italienne, après Sospel, et à un col à 1100 mètres d'altitude, et je dois descendre à Montaut, donc 1100 mètres de descente, et après c'est fini, voilà, je suis arrivé, c'est fini. Et là, il me semble que Princesse Mascotte me dit, mais écoute, on va pas descendre quand même, qu'est-ce qu'on va faire en bas? Mais qu'est-ce qu'il y a bien en bas? Il n'y a rien qui est bien en bas. Alors, je réfléchis un peu, et puis je dis, bon, ben écoute, on va faire un détour, et tous les 2, on bifurque vers l'est, vers l'Italie, on rentre en Ligurie, et on va au point culminant, pas très loin, au point culminant de cette zone qui est environ à 1400 mètres d'altitude, qui domine la totalité de la Riviera, un paysage absolument extraordinaire. Et là, j'installe ma mascotte à côté de moi,
je me cale sur cette cime arrondie, très rase évidemment, le vent ici est terrible, et je réfléchis à la raison. Ici, je suis un peu comme elle, je suis elle d'ailleurs. C'est-à-dire que je suis un homme de la montagne, je suis un homme qui vient de réussir tout de même un exploit pas ordinaire. Je suis presque invulnérable, infatigable. Il n'y a pas de différence entre moi, là, et puis celui que j'étais il y a 20 ou 30 ou 40 ans. J'adore les fleurs, j'adore les monts et les vaux, j'adore les roches, j'adore la montagne, j'adore les nuages qui s'étirent dans le ciel, j'adore tout ça, j'adore les torrents. Qu'est-ce qu'il y a en bas? En plus, la Riviera, il y a ces langues d'urbanisation qui mangent la montagne, qui dégoulinent de fric absolument partout. Il y a une France qui se délite, j'en ai parlé. Il y a un monde qui ne va pas bien, mais qu'est-ce qu'on peut bien avoir à faire en bas? Qu'est-ce qui peut m'attirer en bas? Et puis, Princesse Mascotte me dit à ce moment-là, et puis tu sais, si tu descends, je vois bien, hein, quand tu seras arrivé, tu me poseras sur une commode et à nouveau je serai une pluche. Donc, voilà, cette fois-ci, pour le coup, nous allons nous séparer. Alors, évidemment, j'enjolive, mais la difficulté considérable que j'ai à descendre jusqu'au niveau de la mer, donc à interrompre ce voyage, est amplifiée cette fois-ci parce que je sais que, sans doute, à ce niveau-là, en tout cas, c'est la dernière fois que je fais ce type de truc, quoi. Alors, voilà, c'est comme ça. Sans doute, j'en ferai d'autres, mais pas exactement cela. Ce voyage au bout de soi est aussi un voyage à la rencontre des gens. Et fort de mes observations de 2013, en quoi ce trajet de 2014 a-t-il aussi été extrêmement enrichissant? Premièrement, l'hypothèse de l'importance de l'attachement au territoire a été une grille de lecture pour moi essentielle pour comprendre ce qui se passait dans le Grand Ouest. Je vous ai dit que dans le nord-est, j'étais passé dans des régions totalement ravagées, avec un taux de chômage le double de la moyenne nationale, des villages, des cités dépeuplées. En Bretagne, malgré la crise, très importante région, 3 millions de Bretons, 50% de population rurale, chômage 9%, notablement inférieur à la moyenne nationale. Des villes comme Loudéac, 7,5% de chômage. Des fabriques, des usines, des manufactures, absolument partout. Petite ville, pour sortir de la ville en passant dans la zone industrielle, c'est pas très marrant quand on est un marcheur, et ma mascotte faisait la gueule d'ailleurs, mais ça montre un extraordinaire potentiel. Douarnenez est une ville qui est intéressante, c'était au début de mon voyage. Douarnenez est comme Carmaux, comme Decazeville, comme les houillères de Lorraine, la richesse naturelle a disparu. La richesse naturelle, c'était là-bas soit le minerai de fer, soit la houille, et à Douarnenez, c'était la sardine. Il y avait des bancs de sardines, et la totalité de l'économie de la ville s'est basée sur la sardine. La construction navale, la pêche et les conserveries, plus importantes conserveries de France. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment plus une sardine. Donc l'épuisement de la richesse naturelle, elle est complète, totale, absolue. Sauf que Douarnenez, évidemment, a souffert, mais chômage à 12%, population qui a décliné d'un quart ou d'un tiers simplement, pas du tout des 2 tiers ou des 3 quarts, toute une série de nouvelles initiatives, de modifications de la ville, c'est-à-dire même dans une ville très profondément sinistrée par la disparition de sa seule richesse naturelle, ce que j'observe n'avait point d'équivalent dans ce que j'avais observé
une année auparavant. Et quand j'ai passé dans le Maine-et-Loire, c'est encore beaucoup plus étonnant, puisque là, un modèle, j'ignorais même que cet écosystème économique en France exista, un modèle de petit village de 500 habitants avec pratiquement une usine par village et une agriculture totalement intensive. Et honnêtement, quand vous voyez toute la France et que vous voyez cela, ce sont des situations totalement incompréhensibles. Si vous ne mettez pas en avant cet élément de l'importance de l'attachement à un territoire, vous ne comprenez absolument pas ce qui se passe. En Bretagne, ce qui s'est passé, le modèle breton s'est construit par le fait que partout, lorsque il y a trop de bras à nourrir, partout en Bretagne comme ailleurs, les jeunes qui ne peuvent pas travailler au pays s'en vont, naturellement. Ils vont travailler ailleurs. En Bretagne aussi, mais moins qu'ailleurs. Les enfants des fermes qui ne pouvaient plus continuer à travailler à la ferme, en grand nombre, sont tout de même restés en Bretagne et se sont mis à s'embaucher comme ouvriers chez le biscuitier, chez le charcutier du coin, à transformer ce que le frère agriculteur produisait. C'est le début du modèle de l'agroalimentaire breton, qui au départ est lié à la grande résistance à quitter la Bretagne que l'on a vu chez les jeunes bretons, qui est là un phénomène tout à fait particulier. Bien évidemment, quand vous êtes dans un territoire qui a perdu les 3/4 ou les 2/3, les 3/4 de ses habitants, et souvent ceux qui sont entre guillemets les plus employables, on voit bien l'énorme travail qu'il y a à faire pour remonter réellement ces territoires. Donc, observation très intéressante. J'ai commencé par des territoires dont le chômage catégorie A était à 22% en 2013, et là où il était toujours inférieur à la moyenne nationale, entre 9 et 8% même dans les Mauges, dans le Maine-et-Loire. Autre élément, cette année, à traverser la Creuse, j'ai vu des campagnes incroyablement désertifiées, mais globalement, dans toute la France, un phénomène dont tout le monde n'a pas forcément conscience, c'est que le phénomène de dévitalisation, de dépérissement des campagnes, que l'on décrit en permanence et que l'on déplore, est passé par son pire dans les années 90-2000. Et presque partout en France, aujourd'hui, les chiffres officiels le montrent, mais le voyageur au long cours l'observe, presque partout en France, c'est à une certaine revitalisation des campagnes avec évidemment de nouveaux types de populations, mais ce sont des populations néo-rurales, mais des populations rurales qui veulent y vivre également. Avec des villages, quand je les connaissais, qui voient réapparaître une certaine vie associative. Des enfants du pays qui reviennent, quand ils le peuvent, parfois, pour certains d'entre eux, avant la retraite, pour essayer d'y travailler au pays, sur des niches. Ça peut être la brasserie, il y a pas mal de brasseries artisanales un peu dans tout le pays, dans la région des Hautes-Alpes, c'est volontiers soit les fromages, soit l'agriculture biologique, soit l'agneau de Sisteron, soit une très grande diversité en réalité d'activités. Le travail en ligne fait qu'un petit nombre de professionnels actifs vont travailler en se servant de cette possibilité d'une délocalisation par rapport au centre donneur d'ordre, etc., etc. Voilà en quelque sorte, tracé à grands traits, ce qu'ont été ces pensées de France, en permanence illuminées, même lorsque elles pouvaient inciter à une certaine morosité, le phénomène de la sécession, ces territoires ravagés, rendre enclin à cette tristesse, pas à ce désespoir. Tout d'abord, un élément tout à fait fantastique, c'est que même partout, à condition d'y être accessible, la rencontre de la beauté. Et pour ce qui me concerne, je peux en témoigner, le fait que, sans que cela masque en quoi que ce soit les autres questions, les autres incertitudes, les autres inquiétudes, s'ouvrir à la beauté rend heureux. S'ouvrir à la beauté rend heureux et donne des forces, y compris pour affronter l'adversité. Il ne s'agit pas de la nier, il ne s'agit pas d'avoir une vision bisounours naturellement, mais ça donne réellement une énergie qui est
important. Voilà en quelque sorte ces pensées en chemin que je voulais, dans le pays de Jaurès, partager avec vous pour indiquer que, comme lui, j'ai encore plus de raisons, après avoir parcouru tant de chemins, d'être patriote comme il l'était. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. En tant que marcheur, on a un rapport particulier à la nature. Est-ce que vous avez pensé à la nature durant ces longs jours? Oui, naturellement. Oui. En fait, j'ai toujours considéré qu'on ne peut pas, or c'est l'une de mes pensées constantes, on ne peut pas bien connaître le phénomène d'épanouissement d'une personnalité humaine indépendamment de l'environnement. Et pour ce qui me concerne, la nature a l'importance de ce qu'elle est réellement comme objet de connaissance. Elle a également la réalité sensible d'être le milieu dans lequel il m'est donné réellement de m'épanouir. Et donc cette nature, je l'ai toujours traversée et considérée de ces deux aspects, comme un objet de curiosité et d'admiration, mais également comme un milieu dans le bain duquel j'étais à ce point bien que je pouvais me sentir joyeux et sans doute dont je pouvais me dire que cette sensation me rapprochait du bonheur. Donc pour moi, la nature, se pouvant se matérialiser, s'exprimer par mes interminables pas trop parce que j'avais beaucoup de kilomètres à faire, mais par mes longs arrêts en émoi, en extase devant les petites fleurs de la montagne. Souvent je remarque, je parlais tout à l'heure de la sensibilité à la beauté. Alors évidemment quand vous êtes en haute montagne et que vous voyez des lys martagon, des lys bruno, des fleurs, des orchidées, encore que cette année des orchidées, il y en avait partout, mais tout de même, c'est un moment de grande émotion. Mais au bord de nos chemins, pas encore, mais à partir du mois de juin, en tout cas, dans le Tarn comme ailleurs, en plaine, vraiment comme ailleurs, il y a des centaines de milliers, des millions de petites fleurs qui sont les plus banales des prés, qu'on appelle les scabieuses des prés, que plus personne ne regarde. Une personne est capable, la plupart des gens, de marcher sur un chemin dont il a l'habitude, sans voir qu'il est entouré de centaines de milliers de scabieuses. Je demande simplement de faire l'effort, vous le ferez quand ce sera le moment de l'éclosion, de vous arrêter, de mettre un ou deux genoux à terre, de vous asseoir et d'en observer une. D'observer cette espèce de pelote qui est rose, un rose très pâle au niveau des racines de tubes qui forment la pelote et qui va en foncissant légèrement vers les extrémités qui s'éclaircissent à nouveau. Et au sein de cette pelote, toute une série d'aiguilles bleues plus foncées qui sont comme fichées à cet endroit. La scabieuse s'ouvre plus ou moins suivant la journée, ses teintes varient suivant sa maturité. C'est une fleur extraordinaire, absolument extraordinaire. Sachez vous réjouir et être heureux d'une scabieuse. Voilà, je vous dis que ça c'est une leçon de vie. Après la nature, végétale, le minéral, je voudrais en revenir aux hommes parce que vous avez évoqué un sentiment de sécession, une conviction que le pire était certain. Vous avez aussi parlé de l'attachement au territoire, de l'enracinement, mais pouvez-vous nous dire quelques mots des circonstances dans lesquelles ces gens qui se sont exprimés, vous les avez rencontrés? Était-ce organisé, était-ce improvisé? Alors, c'était en fait organisé sur la base du volontariat. Les gens qui font vraiment de la marche, qui ont l'habitude de la marche, savent qu'un marcheur, quand il marche, à part sur le chemin de Compostelle où il voit des pèlerins,
il ne voit personne. Quand vous marchez, vous voyez quasiment personne. En plus, en 2013, je suis parti à 8 mai, il a commencé à pleuvoir à 11h du matin, il s'est arrêté de pleuvoir le 3 juin. Et entre le 8 mai, 11h du matin, et le 3 juin, je ne sais plus quelle heure, il a plu matin, midi et soir, et j'ai franchi une France inondée, les pieds dans l'eau, les chemins impraticables. Je peux vous dire que personne ne mettait un nez dehors. Et donc, si je n'avais pas organisé les rencontres, et ça, c'était le plan de départ. Voyager seul, et j'ai réussi à voyager un peu incognito, parce que là, vous me voyez, c'est vrai, j'inspire plutôt confiance, je suis un bon mec, là, vous voyez. Mais honnêtement, dans l'espèce de sexagénaire bien mûr qui avance emmitouflé dans une incroyable cape rouge, à très grands pas, d'un air un peu déjanté et allumé, il n'inspire pas confiance, et personne n'était capable de reconnaître Axel Kahn. Personne. Donc honnêtement... En revanche, sur les réseaux sociaux et avec la presse régionale, les gens savaient quelles étaient mes étapes et à quelle date j'y arriverais. Donc tous ceux qui voulaient me voir avaient à faire une petite enquête pour savoir... en général, il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour descendre. Je dormais dans des chambres d'hôtes le plus souvent. Donc il n'y avait pas des masses de chambres d'hôtes dans les villages où je m'arrêtais. Demandais aux responsables de la chambre d'hôte, souvent c'était d'organiser un espèce d'apéritif débat. Et avant le repas à la table d'hôte traditionnelle, je recevais entre 10 et 40 personnes pour un apéritif débat où c'était pas un exposé de ma part, mais c'était vraiment un dialogue. Les gens m'interrogeaient. Qu'avez-vous pensé en traversant notre pays, comparé à ceux que vous connaissez, que vous avez traversés? On va vous donner telle ou telle information. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà notre analyse. Et vous? Et cela a été pour moi une source d'information tout à fait extraordinaire. Alors, dans les régions de plus grande sécession, c'est vrai, il faut le reconnaître, ça n'est pas les sécessionnistes en priorité que j'ai vus. Tout simplement parce qu'ils ne voient plus personne. J'en ai rencontré comme ça au bord du chemin, mais c'est tout à fait étonnant, parce que le repli que cela entraîne. Ce que j'ai vu, c'est ceux qui n'ont pas démissionné. Alors, évidemment, souvent, les élus, les conseillers municipaux, les maires, ça va de soi, mais heureusement pas uniquement. Beaucoup également d'associatifs. Tous ceux qui ne se résolvent pas au dépérissement de leur territoire et qui viennent réellement, mais qui le connaissent bien, qui en sont témoins, qui en parlent très bien, car ils essayent, malgré tout, d'agir dans ce terrain. C'est ça, ma source d'information principale, en particulier de ces territoires en sécession. Je vais peut-être poser moi-même la question. Est-ce que vous pensez que la marche, en fait, constitue le moyen inédit, le seul moyen qui vous a permis de ces rencontres, ces sensations, ces émotions? Et peut-être, moi, j'ai l'image un petit peu de l'inventaire, du marcheur, de l'escargot, qui rapproche un petit peu, peut-être, qui fait sens par rapport à ce qu'on appelle la décroissance. Et comment vous vous situeriez par rapport à ce mouvement? Alors, la marche est irremplaçable pour une activité importante qui est la pensée. Je ne veux pas dire qu'on ne pense qu'en marchant, mais essayez de vous retourner un peu sur votre vie quotidienne, quel que soit votre âge. Vous voyez qu'on est tellement assailli de sollicitations, d'informations diverses, que notre pensée est une pensée en réaction, beaucoup plus qu'une pensée auto-fondée, fondée en elle-même. Quand vous essayez d'avoir une pensée fondée en elle-même, et que, pour bien penser, dans un train, ou bien chez vous, vous installez convenablement dans un fauteuil, une demi-heure après, vous dormez. Et donc, la seule possibilité de penser sans dormir, c'est de marcher. La marche est le seul moyen de passer des dizaines et des dizaines et des dizaines d'heures, soit avec soi-même, soit avec soi-même, princesse mascotte, peu importe,
et de penser. Et ça, il n'y a aucun moyen de parvenir à une pensée aussi profonde et aussi exclusive que la marche. Il n'y en a pas. Et il ne peut pas y en avoir. Bon, alors maintenant, je pense que le caractère déconcertant de l'approche des gens, comme on a cessé de les approcher depuis des siècles, c'est-à-dire bâton à la main en marchant, crée une curiosité, une connivence et une ouverture même de ceux qui ne seraient pas naturellement ouverts. Pas tous, hein, honnêtement. J'ai raconté dans Pensées en chemin, là je ne l'ai pas repris, mais j'ai raconté un épisode tout à fait drôle et absolument authentique. Quand je suis parti le 8 mai 2013, il s'est donc mis à pleuvoir à 11h, si bien que quand j'ai commencé à manger en marchant, car il n'y avait rien pour s'abriter, mon sandwich à 12h30, au bout de 3 minutes, je me suis retrouvé avec une tranche de jambon dans la poigne, le pain avait fondu et avait coulé. Et je me suis rendu compte que je n'irais pas loin comme ça. Et comme il pleuvait tout le temps, la question s'est posée de la manière dont j'allais pouvoir consommer mon frugal repas, mon frugal pique-nique de midi. La seule solution que j'ai trouvée, il n'y en avait pas d'autre, je crois, ce sont les abribus. Et donc, comme c'était une région, tout de même, il y a pas mal de villages, et que pour préserver la santé de nos chères têtes blondes qui attendent le quart de ramassage scolaire, il y a des abribus partout, et ben j'ai pique-niqué dans les abribus. C'est pas très romantique, mais que voulez-vous, au moins il pleuvait pas dans l'abribus. J'ai dit ça sur les réseaux sociaux, et quelqu'un m'a dit, mais évidemment, vous auriez dû demander aux gens de vous recevoir, parce que des centaines de gens m'ont vu, personne ne m'a jamais proposé un endroit plus confortable et plus chaud, personne. Donc un jour, arrivant dans la Meuse, après 25 km sous une pluie battante, complètement affamé à 1h moins le quart, j'ai la chance de voir dans un hameau du nom de la Maison du Roi, un monsieur affairé entre sa maison et sa voiture garée devant sa porte. Et je me dis, bon, je vais m'approcher, je n'aurais pas à le déranger en frappant chez lui. Alors je m'approche en prenant mon air le plus aimable, je vous ai dit que j'avais vraiment un air pas ordinaire quand même, et que les gens pensaient, un homme de son âge, il n'a pas toute sa tête tout de même à être dehors par un tel temps. Donc je m'approche, je lui dis bonjour monsieur, hein, il pleut mieux, ça il pleut. Vous voyez, je marche, et oui, je vois bien, vous marchez quoi. Je dis, oui, mais il est bientôt 1h, j'ai très faim, mais ne vous inquiétez pas, j'ai naturellement de quoi manger dans mon sac, mais voyez-vous, je voudrais bien essayer de le consommer dans un endroit sec. Vous n'aurez rien à me conseiller. Il me regarde, 75 mètres là dans le village, il y a un abribus. Donc voilà, la réalité du pays, c'est ça aussi, que voulez-vous, hein, incontestablement.